Bonjour à tous, donc je suis Florent, voici Nicolas. Nous sommes les deuxièmes helvètes de la journée, après la très bonne présentation ce matin sur le e-voting genevois. Nous travaillons tous les deux à SCRT, donc en Suisse, à Lausanne. Et aujourd'hui, on va vous présenter les vulnérabilités sur les frameworks web et les nouvelles vulnérabilités que l'on peut trouver sur ces nouveaux frameworks qu'on appelle modernes, tels que Django, Rails et autres Symfony 2. Pour la première partie, je vais laisser la place à Nicolas, qui va commencer ce talk, notamment par des frameworks Python. Voilà, bonjour. Donc, la première vulnérabilité qu'on va présenter, c'est une vulnérabilité de type known secret. Dans la plupart des frameworks Python, pour le web, on a la possibilité de stocker les informations de session des utilisateurs dans un cookie qui sera donc hébergé directement dans le navigateur du client. La plupart du temps, ce cookie est signé avec une clé secrète qui est généralement générée à l'installation de l'application. Typiquement, Django, quand vous créez une nouvelle application, dans le fichier settings.py, on va retrouver une secret key comme celle qui est indiquée ici et qui va être utilisée justement pour signer ces cookies. Forcément, si c'est une clé secrète, on se dit, ben voilà, il faut qu'on la garde secrète. C'est bien précisé dans la documentation de Django. Gardez cette valeur secrète, sinon il peut y arriver plusieurs problèmes, comme carrément du remote code exécution. Ce qui nous a un peu mis la puce à l'oreille. On s'est dit, bon, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et surtout, est-ce que ces clés secrètes sont vraiment toujours gardées secrètes? On a donc été sur GitHub, une petite recherche, et en cherchant secret key, on retrouve 1624 exemples d'applications qui sont directement hébergées sur GitHub avec une clé secrète, comme on voit ici, ben, elle est setée à key, à secret key, what a sun ID, etc. Donc, toutes ces applications, si vous les téléchargez, vous les lancez telles quelles, vous allez retrouver à chaque fois cette clé secrète qui est déjà setée par le développeur et qui, ben, finalement, vous allez réutiliser la même. Donc finalement, cette clé n'est pas vraiment secrète vu qu'elle est publiée sur GitHub et donc potentiellement problème. On va s'intéresser maintenant à qu'est-ce qui peut arriver avec ces fameux cookies. Donc on a pris un exemple, on a pris Bottle, c'est un micro-framework web en Python qui est plutôt simple à analyser et à comprendre vu que finalement c'est qu'un seul fichier, bottle.py, qui contient tout le code et toute la génération, on va dire, des pages web, des pages statiques. Donc si on reprend bottle.py, on a une fonction qui s'appelle setCookie qui va être utilisée pour stocker des informations dans la session qui vont être rendues dans le cookie. Et cette fonction utilise une autre fonction qui s'appelle cookieEncode qui devient intéressante. Et cette fonction-là, en fait, prend les données de session, fait un pickle.dumps, on y reviendra, signe avec une clé secrète et renvoie le cookie encodé. Pickle, c'est le système de sérialisation qui est fourni de base avec Python, qui permet de sérialiser un objet, des variables, un peu de tout. On a un exemple ici, on fait une variable qui s'appelle hello, enfin qui s'appelle s, qui contient hello. Si on la dump, on obtient le code en dessous. S pour dire que c'est une chaîne de caractères, hello \n, la chaîne en l'occurrence, P pour stocker vraiment la chaîne, 0, et le point pour terminer le pickle. Finalement, derrière, c'est une espèce de VM qui utilise différentes opcodes pour justement générer la sérialisation, etc. Donc on va retrouver toute une liste d'opcodes, par exemple créer une liste, créer un dictionnaire en Python, créer un objet, etc., etc. Et toutes ces informations, tous ces paramètres sont directement appelés. Quelque chose qui est plutôt pratique, c'est qu'il y a un module en Python qui est fourni également qui s'appelle PickleTools et qui a une fonction 10 qui permet de désassembler un pickle pour en comprendre le contenu. Donc du coup, on retrouve le hello que j'ai créé avant et on peut voir ici comment est-ce qu'il est créé exactement et qu'est-ce que la VM de pickle va faire pour l'utiliser. Donc maintenant qu'on voit un petit peu comment fonctionne Pickle, on arrive à voir comment les cookies dans ces frameworks web sont gérés. Il y a une chose qui est super intéressante avec Pickle, c'est qu'on a possibilité également de faire de l'exécution de code.
C'est quelque chose qui était connu déjà. Et finalement, le plus simple pour le faire, c'est de créer un objet et d'utiliser la méthode reduce qui est appelée en fait lorsque le pickle est désérialisé. Avec un exemple qu'on a ici, je crée une classe test et dans reduce, en fait, je lui fais retourner la sortie de la fonction subprocess.checkoutput. Finalement, c'est la possibilité d'exécuter du code. Là, j'ai mis 4 etc password. Et lorsqu'on va désérialiser notre objet, on aura directement le code qui va s'exécuter. Donc là, j'imagine que vous voyez où je veux en venir. C'est intéressant. C'est que finalement, dans votre application web, lorsque vous allez sérialiser vos données, vous allez les recevoir dans un cookie. Donc vous pouvez tout à fait le modifier comme bon vous semble. Et lorsque vous allez réappeler une page et que l'application ou le framework va avoir besoin des informations de session, il va désérialiser ces objets. Et en le désérialisant, on va arriver à déclencher de l'exécution de code directement sur le serveur. À titre d'exemple, on a fait un challenge pour Insomniac, c'est un CTF qu'on organise, et on a fait une petite épreuve avec Bottle, et le but c'était de récupérer un flag qui se trouvait dans etc password. À la fin du CTF, il y a une seule équipe qui a réussi à avoir le flag, donc apparemment c'est encore une vulnérabilité qui n'est pas très connue, c'est pour ça qu'on trouve intéressant de vous la présenter aujourd'hui. Si on prend l'exemple, cette application, en fait, une petite application en Bottle. Pour simplifier, j'ai créé 2 routes. Une route qui va setter le cookie avec comme clé secrète secret key. Et j'ai une autre route, donc une autre page de l'application qui, elle, va simplement reprendre la valeur et la lire et nous l'afficher. Lorsqu'on va lancer l'application, on va se retrouver avec un cookie. On va se retrouver donc, si on met par exemple Toto, notre page va nous afficher qu'on est logué en tant que Toto. Et on va retrouver ici ce fameux cookie qui contient nos données sérialisées avec la signature. Si on reprend maintenant, le problème, c'est qu'on va retomber sur la première slide. Forcément. En se loguant dans l'application, on va récupérer notre cookie. Et si on décode la partie en bas 64, on va effectivement retrouver un pickle. Et lorsqu'on va le charger, on retrouve finalement un tuple avec account qui est le nom de la variable et son contenu user. Donc finalement, en ayant accès au code source et en connaissant la clé secrète, on a possibilité de recréer un nouveau cookie sérialisé. Donc on reprend tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On va créer une classe de test. On va utiliser la fameuse méthode reduce pour pouvoir faire un appel directement sur le serveur. On va demander de lire 4 etc password. On va créer le pickle, le signer avec la clé secrète et on obtient le cookie qui est indiqué ici. Donc si maintenant je le copie, que je viens dans l'application, si j'y arrive, que je mets ce cookie qu'on vient de créer et qu'on a signé, là il va m'en vouloir parce que son etc password c'est sa machine, mais du coup on a directement le contenu de son etc password. Donc c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. On arrive à exécuter du code sur les serveurs. On a regardé également les autres frameworks en Python. Donc on a Bottle, comme on l'a vu, qui est vulnérable. Mais on a également Flask,
tout ce qui est Pylons, Pyramid et aussi Django, qui ont exactement le même problème. C'est-à-dire qu'en connaissant la clé secrète, ils utilisent tous comme moyen de sérialisation Pickle. Donc finalement, tous sont vulnérables à un certain point à une possibilité d'exécution de code à distance sur le serveur. Maintenant, comme on l'a vu, créer ces pickles, c'est pas tout simple. Il faut signer, il faut regarder comment chaque framework qu'on fait signe différemment ses paquets, signe différemment les cookies. Donc, c'est un peu compliqué à utiliser. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un petit outil qui s'appelle PPPP, qui, en fait, automatise la création de ces fameux cookies malicieux. Donc, on a possibilité de créer un cookie déjà tout prêt, directement signé, qu'on n'a plus qu'à copier-coller dans son navigateur pour avoir une exécution de code sur le serveur. L'application est toute simple. On dit simplement quel type de framework on veut utiliser, la clé secrète qu'on connaît. On a différents payloads à disposition qui sont créés de base. J'ai créé un petit payload pour lire un fichier, pour avoir une exécution de commande et pour avoir carrément un shell en connect back, ce qui est plutôt intéressant. Ensuite, on peut lui passer d'autres arguments comme le nom de la variable, si c'est une variable bien précise qui doit être modifiée, pour pouvoir voir directement. Donc, je vous propose une petite démo. Si je retrouve la fenêtre. Une petite démo de l'application. Donc là, on reprend toujours la même application d'exemple. On prend PPPP, on lui précise que c'est un framework bottle, on lui passe la clé secrète. Je vais lui faire générer un connect back qui va se connecter sur 127.0.0.1, enfin sur ma machine, sur le port 31337. Et le nom de la variable pour le cookie, c'est account. En lançant ça, on obtient un cookie signé. Oh. Si je le récupère maintenant et qu'on refait la même manipulation, et qu'on recharge la page, normalement, ouais, je crois, il me semble que c'est pas passé. On recharge la page, on voit que ça ne bouge plus. Si on reprend maintenant le terminal, à l'endroit où on avait le connect back, on a un shell à distance sur le serveur. Avec la possibilité de lire tous les fichiers qui se trouvent directement sur le serveur, et ce, simplement en ayant modifié un cookie. Du coup, cet outil, on va le publier juste après la nuit du hack. Vous pourrez aller le checker directement sur mon site web, balda.ch. Et en ce qui concerne la documentation, parce que finalement on s'est posé la question, mais si on a une exécution de code, c'est quand même un petit peu délicat et il n'y a pas vraiment d'explication pour les développeurs. Ils n'ont pas l'air d'être vraiment au courant de ce qui se passe et de ce qu'il est possible de faire. On a aussi donc pris la documentation de ces différents frameworks et pour l'instant, le seul qui explique clairement qu'il y a un risque de remote code exécution, c'est Django. Tous les autres, que ce soit Flask et ses dérivés, indiquent simplement qu'il y a possibilité de recréer un nouveau cookie, mais pas vraiment qu'il y a de l'exécution de code. Bottle
Il n'y a aucune information là-dessus, ça dit simplement qu'il faut la garder secrète parce que sinon il y a potentiellement possibilité de relire les cookies. Ce qu'on peut déjà faire, ce n'est pas très utile. Pour la remédiation, au niveau de Django, finalement, le mieux c'est de ne pas utiliser le backend secure cookies de vos applications ou alors de bien faire attention à garder votre clé secrète. Ce qui est plutôt intéressant avec Django, c'est que finalement tous les backends pour la gestion des sessions utilisent Pickle. Donc que ce soit le backend dans des fichiers sur le serveur, il y a le même problème, ou dans une base de données, c'est la même chose. Par contre, du coup, il faut non seulement connaître la clé secrète pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité, mais également avoir ou une injection SQL, ou pouvoir écrire un fichier de session proprement. Pour tout ce qui est Flask, on a possibilité de changer la méthode de sérialisation et d'utiliser du JSON. Pour Bottle, il n'y a rien qui est prévu, c'est comme ça et c'est tout. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. On a quand même de l'exécution de code à distance et quelque chose qui est à peu près pas connu. C'est quelque chose qui n'est pas patché, je tiens à le préciser. Donc, toutes les dernières versions de Django, Bottle, Flask, etc. sont toujours vulnérables à ça. Donc, le conseil que je peux donner, c'est sécurisez bien vos clés secrètes, évitez de les laisser traîner, surtout sur GitHub. Si vous faites 2-3 recherches, vous allez trouver également des bugs dans GitHub avec des informations comme ne pas laisser la clé secrète parce que c'est un serveur de production. Donc, si apparemment même des applications, même du code en production, on se trouve sur GitHub, allez savoir exactement ce qui peut se passer. Je vais maintenant prendre le relais. Le but est évidemment pas de taper sur Python, donc on va passer à Ruby. C'est une faille qui a fait pas mal de bruit également, qui se base un peu sur les mêmes principes que ce vient d'expliquer Nicolas, mais au niveau Ruby on Rails. Donc c'est une faille Active Record avec notamment Oslogic et le shared secret, donc qui va reposer sur le même principe d'aller attraper le shared secret sur des sites comme GitHub, où il y a beaucoup de projets communautaires qui sont publiés, notamment en utilisant Rails. Donc pour expliquer la faille, elle va venir des Dynamic Finder, donc typiquement le find by une colonne de votre base de données que va gérer Active Record. Toutes les versions sont affectées avant les 3.2.10, sachant que ça a été corrigé assez récemment en début d'année. Et par contre, ça n'a pas d'impact sur comment Rails pouvait sanitiser vos queries SQL pour des queries normales. Donc tout ce dont on a besoin pour exploiter cette vulnérabilité, c'est de Oslogic comme module d'authentification, ce qui est à peu près la généralité sur les applications Rails de nos jours, et le shared secret, encore une fois. Donc où exactement est-ce que ça fait mal? Donc c'est sur ces Dynamic Finder, typiquement les Find by Name, où on va pouvoir aller paramétrer les queries. Donc avec ici notamment les exemples de Steve a générés. On peut faire un user find by name avec un pseudo chainreel. On va rajouter un code pour voir comment ça va se passer. Là, on voit qu'il sanitise bien la query avec les éléments que je vous ai mis en rouge. Par contre, on va pouvoir aller rajouter d'autres paramètres. Ici, typiquement, aller paramétrer ce find by name avec un select en rajoutant ici, donc encore une fois, les éléments en rouge, le from user drop table. Et là, on voit que toute sanitisation de la requête a disparu. À partir de là, on va dire c'est la porte ouverte. On va pouvoir faire des SQL injection et ensuite passer sur du remote code injection. Donc, typiquement, pour injecter notre code, on va falloir transformer tout ça dans un hash table, dont on a l'exemple ici. Donc, typiquement, l'URL, on va créer un tableau avec les paramètres. Le problème, c'est qu'il y a un nouvel élément dans Ruby, c'est les symboles par rapport à d'autres langages. Et là, ce qu'on lui passe, c'est des strings. Et ça ne sera pas forcément pris en compte dans les requêtes paramétrées des Dynamic Finder. Donc en fait, la limitation, c'est qu'on va devoir se baser sur des modules qui utilisent le paramétrage avec des strings et non pas avec des symboles. Et ça tombe bien parce que c'est le cas de Oslogic pour gérer l'authentification. Donc comment ça se passe au niveau d'Oslogic? On va voir la ligne magique qui est le find by persistence token avec notre token. À quoi ressemble ce token? Encore une fois, c'est un cookie avec le session ID
le user credentials et par exemple un user credentials ID où là on va pouvoir mettre une injection SQL. Le problème, encore une fois, c'est que ces tokens sont signés et donc chiffrés avec la secret key qu'on va pouvoir retrouver typiquement, encore une fois, sur du GitHub où on va récupérer sur les projets communautaires qui sont en production ou pas ce qui nous manque pour aller chiffrer le cookie et encore une fois faire l'SQL injection et ensuite passer à du remote code execution. Donc en fait, voilà tout simplement ce qui va se passer. On pourrait créer un cookie donc, avec tous les paramètres valides, un credentials en admin. Pour ce qui est de l'ID, pour pouvoir se loguer, on va faire une SQL injection pour passer admin de toute façon. On va signer tout ça avec la secret key qu'on a trouvée sur GitHub. Hop. Et ensuite, on va pouvoir donc se loguer en tant qu'admin sur la partie que l'on veut exploiter. On peut aller sur des SQL injection beaucoup plus évolués pour aller jusqu'au remote code injection, mais c'est le principe de base qu'on va utiliser. Donc au niveau des mitigations, on a un patch qui est out depuis mars. La chose drôle, c'est qu'il y avait on va dire, des outils de hack connus qui utilisent Ruby et qui étaient vulnérables à cette vulnérabilité. Pour mitiger tout ça, le mieux donc c'est de passer tout en string avec le toS et évidemment de cacher ou de changer le secret token, de ne pas prendre les secret tokens qui sont fournis par défaut sur les projets communautaires que vous récupérez sur du GitHub pour éviter toutes ces injections. Il y a plusieurs sites que j'ai mis ici, notamment à GitHub pour l'ironie de la chose, qui permet d'effectuer ces attaques, donc qui seront disponibles avec les slides. On va passer à un autre type d'attaque sur un format de sérialisation qui est YAML. Donc principalement pour cibler les deux frameworks suivants, donc Ruby on Rails et Symfony 2 qui utilisent ce langage de manière interne ou alors pour leurs requêtes. Donc on va continuer de taper un peu sur Ruby on Rails. Il est possible de base de passer des paramètres sur les queries post soit de manière normale, soit avec des content types différents, typiquement du XML, du JSON, etc. Donc là, vous avez un exemple en XML où on va avoir des paramètres qui sont passés non pas de manière standard, mais de manière XMLisée. Donc le module responsable pour ça, c'est l'Active Support XML Mini, donc parsing. Il peut gérer des types XML, il peut gérer des integers et des types simples pour vos queries HTTP, mais il peut aller bien au-delà et utiliser des types propres à Ruby, tels que les symboles et YAML. Ce qui est intéressant en YAML, c'est que ça sert également de format de sérialisation et qu'on peut aller invoquer des objets Ruby en passant par le YAML, avec typiquement un exemple que vous avez ici en bas d'un objet sérialisé de Ruby. Donc en fait, à partir de là, vous passez des paramètres à une page qui prend du post. Vous allez lui passer un objet sérialisé Ruby qui peut tout simplement invoquer une classe interne de votre application ou une classe Ruby de base pour ensuite aller instancier un objet, faire du remote code execution. Il y a différentes façons ensuite au niveau payload pour faire ça. On peut créer des routes nommées et associer du code à ces routes. On peut passer sur RL pour faire du SQL par-dessus et avoir du remote code injection. Cette vulnérabilité, encore une fois, il y a des outils tels que Metasploit qui étaient vulnérables, qui permettent de faire du remote code exec. Il est encore beaucoup utilisé, bien que le patch soit disponible depuis, c'est un peu plus que mars. Il y a pas mal de botnets qui se créent en ce moment avec cette vulnérabilité précise. Les botnets n'ont pas encore de nom, donc je ne peux pas vous citer le nom d'un botnet. C'est des infections qui ont lieu, qui sont remontées notamment par des honeypots. Les mitigations qui existent à l'heure actuelle, c'est principalement de patch RL, puisque le patch est disponible depuis le milieu de cette année. Ou alors, si vous voulez faire les héros et changer les parseurs à la main pour qu'ils ne prennent en compte que du texte standard et qu'ils oublient tous les autres formats tels que XML et les types compliqués comme le YAML ou les symboles. L'autre qui est vulnérable à ce type de faille, c'est Symfony 2. Heureusement pour lui, on va dire que Symfony 2 ne permet pas de le faire en remote, c'est-à-dire qu'il a un parseur de YAML pour sa configuration qui permet de faire ce genre de choses. Malheureusement, ce n'est pas appelable depuis l'extérieur.
donc il ne s'en sert pas pour les requêtes POST. Donc il faudrait explicitement que le développeur ait fait du parsing YAML depuis une requête pour ensuite aller exploiter tout ça. On va finir par une faille qui est en fait du double encoding et qui me permet, on va dire, de mettre en avant un problème de la programmation par composant, notamment sur des gros projets ou des gros frameworks tels que Symfony 2, où on va avoir plusieurs versions pour faire la même chose. Donc ici, vous avez un schéma assez basique de comment marche Symfony 2. Il y a un système qu'ils appellent de firewall pour gérer les requêtes. C'est-à-dire que vous allez avoir des routes, un peu comme dans tous les frameworks modernes, où vous allez définir comment aller dans votre application. Et par-dessus ces routes, on va aller appliquer un firewall pour savoir quelles zones de votre application doivent être sécurisées avec quels privilèges. Le problème là-dessus, c'est que si les développeurs ne se mettent pas d'accord pour gérer des notions typiquement d'encodage, on va se retrouver avec des composants, typiquement le routing module, qui va pouvoir décoder plusieurs fois le pass, par exemple ici 2 fois, alors que le module de sécurité, et notamment le firewall qui gère les zones d'accès restreint à Symfony, lui va décoder qu'une seule fois le pass. Donc là, vous avez un exemple de configuration en dessous de Symfony 2. Vous avez une route ici en foo et la secure area à gauche dans le fichier de configuration qui permet de sécuriser cette partie de l'application. Donc on va passer à une démo typiquement où on a le premier encoding que vous voyez. Quand on va passer au deuxième encoding, donc on va réencoder la valeur déjà encodée, on va voir que la route va bien nous conduire à la page, mais que le firewall ne va plus comprendre ce qui lui arrive et en fait il va laisser passer les requêtes. Donc typiquement ici, on a une démo. On va aller sur la Secured Area, où ici, donc, il nous demande les logins, donc user pass. Là, on arrive sur la zone restreinte. Donc, on est bien logué en tant que user. Et en gros, on essaye d'atteindre ici le Hello World, où il pourrait y avoir un secret. Ça peut être une zone admin. Hein, c'est purement pour l'exemple. Donc ici, on va aller se déloguer. Maintenant qu'on est délogué, on va essayer d'y aller quand même. En fait, on voit qu'à chaque fois, le firewall fait bien son travail et nous ramène sur la page de login, puisqu'il considère que c'est dans son périmètre d'action. Et ici, on va aller utiliser, on va double encoder la route, donc ici foo, qui est encodé 2 fois. On va essayer de retourner sur cette page. Et là, on voit qu'il nous a laissé passer. Donc la route correspond bien, il y a eu le double encodage du pass ici. Par contre, le firewall, lui, il a abandonné au bout de la première fois, nous a laissé passer. On est logué en tant qu'anonymous et on accède pourtant à la page qui est censée être protégée. Donc tout ça pour dire, pas forcément pour critiquer les frameworks, mais plutôt pour que les développeurs, et notamment de ces frameworks, fassent attention à comment, on va dire, ils s'interfacent sur des instances de sécurité comme ici, pour voir des améliorations pour plus tard. Hop, revenir sur la présentation. Donc principalement, toutes ces failles, c'est également pour prévenir les développeurs qu'ils utilisent un framework, ça leur simplifie la vie, mais ce n'est pas pour ça qu'ils doivent mettre leur cerveau, on va dire, au placard, qui peuvent contribuer, continuer de regarder au framework sans forcément faire une confiance aveugle en se disant oh, la communauté a dû gérer tous les problèmes de sécurité. Il faut quand même connaître un minimum des fonctions internes, que ce soit les shared secrets qui sont quand même essentiels au vu des risques, ou alors ces éléments de composants dans Symfony 2, ou bien savoir que vous avez des options dans Rails pour parser n'importe quel paramètre, que ce soit en XML, que ce soit des integers, ou alors des symboles, ou encore du YAML.
les développeurs ne peuvent pas, on va dire, utiliser des frameworks sans savoir ce qu'il y a derrière. Et ils doivent quand même faire attention à la sécurité, même si ces frameworks web modernes apportent beaucoup de simplicité dans ces mécanismes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions. Merci.